messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'arène. Le professeur Ebenezer Njomwela est philosophe et ainsi devenu écrivain prolixe. Il vient d'ailleurs de commettre sur le marché du livre camerounais un ouvrage intitulé Le discours sur le Cameroun. L'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, le parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985, fut également ministre. C'est un gouvernement qu'il a quitté il y a bientôt 10 ans. Juste un avant-goût de celui qui est donc présenté au rang des protagonistes de cette émission par Karel Mezatiachoya. À tout de suite pour la suite. L'invité ce soir, Ghislain, est une personnalité multidimensionnelle. Ebenezer Njomwela, le professeur titulaire des universités reconnu très fertile en écriture, vient de commettre un triplet. À 79 ans, il n'a pas fini de contribuer à la réflexion scientifique. Cet ancien de la Sorbonne retourna au pays et fut directeur de l'école normale supérieure. Et on le sait, plus tard, ministre de la République. À la communication, il délivra les licences d'exploitation à certains médias. Au sommet de son art politiquement, il fut le plus proche collaborateur du président national du RDPC en tant que secrétaire général. Son passage comme député à l'Assemblée nationale dans les années 2000 sera sanctionné par un livre intitulé « Député de la Nation ». Décidément, le créateur du cercle de philosophie du Cameroun mène toute une vie dans la pensée. Face à lui, Jean-François Chanon. On le présente comme l'un des derniers mohicans de la presse camerounaise. Il a jusque-là résisté face à l'attraction financière que l'emploi d'ailleurs exerce sur les journalistes camerounais. Jean-François Chanon, grand reporter puis responsable au quotidien Le Messager informel. Le chef de l'État camerounais est de plus en plus seul. À ses côtés, le nouveau rédacteur en chef de l'Œil du Sahel, Yannick Yemga, qu'on ne présente plus. Le transfuge du quotidien Mutation n'en finit plus d'aligner les masters en sciences économiques, en sciences juridiques et politiques, depuis sa sortie de l'ESTIC. Journaliste-chercheur, il aime à tout conquérir à partir de Yaoundé ou à partir de Ngaoundiri. Le duel ce soir est la surprise du chef. Que les hostilités commencent donc. Merci à vous, Karel Mezatsia. Infiniment merci d'avoir planté ainsi le décor par rapport à nos protagonistes. Je m'en vais immédiatement les accueillir. Je commence par Jean-François Chanon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Ghislain. Qui rentre d'un petit voyage, on va dire, d'études, de séminaires. Non, de voyage pendant 2 semaines. J'étais d'abord... je suis journaliste culturel depuis... Une trentaine d'années par là. À peu près. Donc, critique de musique, critique, enfin des arts vivants, ce qu'on appelle les arts vivants en général, le théâtre, la musique et la danse, mais aussi des arts visuels. Donc, j'étais à Visa for Music, qui est le marché des musiques urbaines du Moyen-Orient, traditionnelles d'Afrique et du Moyen-Orient, qui se tiennent tous les ans à Rabat. Et ensuite, je suis allé au Maroc. Et puis ensuite, je suis allé à Bamako pour la 11e édition des rencontres photographiques africaines, c'est-à-dire la création, la photographie. Je me rends compte au fil des ans de ces éditions des rencontres de Bamako que la photo est tout un art. Tout à fait, oui. Et puis elle entre dans l'histoire, elle reste dans l'histoire et crée l'histoire. Et ça, c'est important de le dire. Alors, Jean-François Chanon, Karel tout à l'heure disait que vous avez résisté face à la pression financière que certaines entreprises publiques et même parapubliques exercent sur le journalisme camerounais. Qu'est-ce qui fonde votre force? Pourquoi vous êtes resté journaliste? D'autres étant partis. La passion du journalisme, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas assez facile d'être un journaliste qui construit son intégrité chaque jour ici, c'est-à-dire son rapport avec l'argent, qui permet aujourd'hui de fausser un peu le travail qu'on fait de manière générale. Donc j'ai malheureusement été, ou heureusement, été éduqué par les jésuites, dont le père Angel Benven, qui nous a toujours dit que le rapport qu'on doit avoir à l'argent ne doit pas dépasser le concept de l'existence. Et je crois que le professeur Njomwela que je rencontre ce soir va nous redire cela. Tout à fait. Puisque j'ai longuement lu de la médiocrité à l'excellence, aussi Jalon 1 et Jalon 2.
Donc ça permet... Parce que vous parlez de... C'est pas pour se vanter, hein. C'est-à-dire qu'on ne crache pas quand on voit de l'argent. Parce que, mais on l'utilise simplement pour ça doit essayer... pas être une fin, mais un moyen. Yannick Yemga, bonsoir. Bonsoir, Justin Pierre. Alors, journaliste précédemment en mutation, aujourd'hui à l'œil du Sahel, ça se passe bien de ce côté-là? Jusqu'à mon entrée dans ce studio, ça se passe. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la rédaction. Merci d'avoir rectifié ça, parce que tout à l'heure on a parlé de rédacteur en chef, ce n'est pas tout à fait exact, même si dans les faits, le travail et les prérogatives de rédacteur en chef, nous les assumons, mais le rédacteur en chef de l'œil du Sahel, c'est bien M. Guibaï Gatama. Quelle sera la couleur du prochain master? Vous faites le tour là. Je préfère ne pas parler de moi ce soir. Et dit que je suis honoré de rencontrer le professeur Ebenezer Ndiomwele. Que j'accueille tout de suite. Hein. Ouais. Professeur Ebenezer Ndiomwele, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'être descendu dans l'arène. Merci à Canal 2 International de m'avoir invité. Alors, monsieur Ndiomwele, vous préférez quoi qu'on vous appelle comment ce soir? Ministre, parce qu'au Cameroun, c'est quand on était membre du gouvernement, on a du mal à se défaire de cette casquette. Vous voulez qu'on vous appelle ministre ce soir, professeur ou, je sais pas, chercheur, philosophe? Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Je suis professeur. Professeur, oui. C'est un titre... Ah oui, c'est le titre à vivre. Alors, quand vous vous trouvez dans un studio de télé, vous vous dites c'est pour prolonger votre réflexion à partir des 3 ouvrages que vous venez de commettre? Pour la circonstance, c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? J'ai produit 3 ouvrages et je suis très heureux de pouvoir en parler et pour sensibiliser une opinion qui pourrait être intéressée à découvrir ce que j'ai mis à l'intérieur de chacun de ces livres. Tout à fait. Merci d'être descendu dans l'arène une fois encore. On va ouvrir les hostilités juste après cette transition qui va donc ouvrir la voie à tous les protagonistes de s'affronter, ainsi qu'on les appelle. A tout de suite. Commençons par découvrir qui est l'homme politique, professeur Ebenezer Ndiomwele. Vous avez donc commis cet ouvrage dont je parlais tout à l'heure, le discours sur le Cameroun. Ce n'est pas tard? Non, ce n'est pas tard. Par rapport à quelle échéance? C'est un projet que j'ai mené tout doucement. Et certains se sont demandé comment 3 livres en même temps. Non, pas 3 livres en même temps, l'un après l'autre. Effectivement, discours sur le Cameroun est le premier envisagé comme projet parmi les 3 que j'ai d'abord voulu appeler Aimer le Cameroun, ER, et puis des idées pour le Cameroun, et puis un 3e titre, Vive le Cameroun. Oui, j'en suis au 4e là, c'est-à-dire le 4e retenu, discours sur le Cameroun, vient après un certain nombre de propositions qui me venaient à l'esprit, mais qui se retrouvent donc tous compris dans ce qui s'appelle désormais discours sur le Cameroun. Parce qu'il s'agit d'aimer le Cameroun, de le faire aimer. Il s'agit de produire un certain nombre d'idées qui pourraient être débattues, discutées, notamment dans le cadre de mon parti, le RDPC, ou en dehors du parti. Et il s'agit, parmi ces propositions, effectivement, il y en a qui peuvent paraître utopistes, n'est-ce pas? Mais, évidemment, pourquoi pas, hein? L'utopie a toujours été à l'origine des progrès. Oui, professeur, ça fait tout de suite penser à discours de la méthode, de français, un tout petit peu, et en tant que philosophe. Mais avant de revenir à ce livre, il y a une attitude que j'ai vue de vous à la télévision. C'était le 20 mai dernier, au Palais de l'Unité, pendant la réception qu'offre le couple présidentiel à toute la nation pour célébrer la fête nationale de l'unité. Mais vous êtes resté dans votre coin, pendant que tout le monde se bousculait pour aller vers le président de la République, lui tendre la main, absolument le toucher, etc. Mais j'ai remarqué que c'est le président qui a écarté les autres mains pour venir vers vous. Un tout petit peu, c'est-à-dire qui a dit tiens, pour ce Ebenezer Ndiomwele, il est venu vers vous. Il est venu vers vous, c'est-à-dire c'est le président qui vous a tendu la main, alors que vous étiez dans votre coin, vous ne vous bousculiez pas. Voilà, maintenant vous sortez discours sur le Cameroun. Vous sentez qu'il viendra vers vous un peu encore? Le président Viama fait un grand honneur ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que vous évoquiez cela, mais ça a été remarqué par
pas tous ceux qui ont regardé la télévision ce soir du 20 mai, la réception au palais. Certains ont dit il est allé te chercher au quartier. Mais oui, j'ai dit, mais ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Il m'a fait grand honneur, plaisir, qui n'éprouverait pas un plaisir de voir que le chef d'État qui passe au loin vous reconnaît derrière et va vous chercher de sa main. Et bon, maintenant, est-ce qu'il faut répondre à votre question? Est-ce que je pense qu'il va me chercher? Je peux dire que je suis avec lui parce que le président reçoit tout ce que j'écris, n'est-ce pas? Donc, effectivement... vous en avez la certitude? Il est même le premier à recevoir. C'est pas le premier, tous les autres livres que j'ai écrits avant, depuis ma sortie du gouvernement, l'État et les clivages ethniques en Afrique, l'idée de progrès en Afrique, les actes du colloque, parce que le président est très bergsonien, il aime ce philosophe que j'ai le plus étudié dans ma vie, et auquel j'ai consacré d'ailleurs mes travaux académiques, Henri Bergson. Oui. Et je lui ai envoyé justement un de mes travaux sur Henri Bergson. Henri Bergson et l'idée de dépassement de la condition humaine. Bah, quand on voit donc... Allez-y, Jean-François. Quand on voit donc, pour poursuivre un tout petit peu, oui. Voilà, le président est Henri Bergsonien, c'est-à-dire un philosophe très rigoureux dans le système de connaissances, etc. Mais alors, il vous écoute, il reçoit tout ce que vous dites. Comment le Cameroun va tel qu'il est aujourd'hui? Comment vous pouvez expliquer ça? Non, mais j'ai cessé d'être le conseiller auprès de lui, n'est-ce pas? Les livres traitent de divers sujets. Enfin, les livres que j'écris et que je lui envoie ne sont pas un mode d'emploi pour la direction des affaires du pays. Enfin, c'est vrai, modestement, comme je vous ai mentionné un des livres, l'État et les clivages ethniques en Afrique, c'est des réflexions qui peuvent inspirer. Rien ne dit que le président n'a pas retenu telle ou telle idée contenue dans tel ou tel livre antérieur que je lui ai envoyé. Mais c'est lui, au moment de l'exploitation de cela, mais je ne suis plus là. Alors, professeur, j'ai remarqué en préparant cette émission que vous avez un site internet qui est très lu. Vous avez 22 millions de personnes qui ont déjà visité votre site internet et là vous avez des pans de votre vie qui sont un peu exposés. Il y a un aspect qui a retenu mon attention, c'est votre entrée en politique. Vous expliquez que vous êtes entré en politique un peu par initiative personnelle. Vous avez organisé une réception avec des frères Sawa en l'honneur de François Senghakouth qui venait d'être nommé secrétaire politique, qui était alors la plus haute fonction au sein du comité central du RDPC. Alors la question que je m'avais vous poser, c'est de savoir, est-ce que votre entrée en politique, c'est une affaire de conviction ou d'opportunisme? Puisque je signale que dans la foulée, vous avez été nommé responsable du centre universitaire de Douala, qui était d'ailleurs l'une de vos premières grandes fonctions. Nos nominations par le président Biya. C'était la première en tout cas. Parce que quand le président Biya accède à la magistrature suprême, il trouve que le président Aïd Dioma a laissé directeur de l'école normale supérieure en 81. Le président Paul Biya arrive en novembre 82 comme il est connu. Et c'est 2 ans après qu'il me nomme directeur général du centre universitaire de Douala. Bon, un petit commentaire, je vais revenir à votre question. Et je dois dire, j'étais pas content de quitter Yaoundé, d'aller dans une ville réputée. Donc le président Paul Biya vous a fait un peu de mal comme sur ce manquant de culture. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est le ressenti. Mais je vais vous dire, une fois arrivé à Douala, non, sur le moment, ayant fonctionné à Yaoundé pendant des années, tous ceux qui sont les étudiants de cette époque savent que j'aimais la vie des conférences à Yaoundé, la vie intellectuelle. L'université était comme un immense centre culturel. C'était ça que j'avais de la peine à quitter. Mais c'est pas que je me plaignais, non. Mais dans mon fonctionnement quotidien, je voyais qu'il allait y avoir un changement.
heureusement que, ben oui, ben tout dépend de soi-même. Hein. J'arrive à Douala, j'anime, je me mets à animer certaines vies intellectuelles, culturelles, pas des conférences aussi. Non, mais je reviens pour revenir à sa question. À la question. Vous êtes rentré en politique par conviction, par compassion ou par conviction? Comme je l'écris dans Député la Nation, oui, je suis un militant. Il faut retrouver la vie de Njomwele, étudiant, vice-président de l'Union nationale des étudiants du Cameroun, vice-président de qui? De Jacques Bobo, à l'époque. Il est président, je suis vice-président chargé des affaires culturelles, qui va rencontrer les camarades un peu partout pour tenir des conférences. Du côté de ma foi religieuse, je suis un protestant qui a mérité, n'est-ce pas, comme étudiant dans l'association chrétienne d'étudiants africains protestants en France, la CEAP. Et la CEAP produisait un bulletin. Qui c'est qui était le responsable du bulletin? C'était Njomwele que j'étais à l'époque. C'est là que j'ai appris à taper à la machine, une vieille machine, n'est-ce pas, de l'époque. Les camarades me donnaient leurs articles, je le saisissais et j'amenais à l'imprimerie. Je suis donc de tempérament militant. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comme je le raconte donc dans cet article que vous avez lu sur mon site, en parenthèse, merci d'être allé sur mon site et effectivement vous y avez vu pas mal de choses. Il y a plein de choses. Moi, oui, voilà. Alors donc, des amis viennent me trouver. Je suis directeur de l'école 93. Oui, je suis directeur de l'école normale supérieure. Des amis viennent me trouver. Senga vient d'être nommé il y a quelques mois secrétaire politique, remplaçant Sabaleko, n'est-ce pas? Et ils me disent, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même pour le nouveau secrétaire politique. On vient chez toi, ils sont venus, je les ai accueillis chez moi. J'épouse l'idée, il faut organiser quelque chose pour lui, on lui ferait plaisir de cette manière-là, que la communauté Sawa le reçoive à Yaoundé. Et bon, j'ai dit, ok. J'ai donné mon accord. Et sur le moment, je propose à celui qui était l'aîné du groupe qui est venu me voir, Père Sonam, le défunt Mbonjo Edjangé, était à l'époque secrétaire général du ministère de la Santé. Je dis, bon, on va donc continuer à réfléchir sur cette organisation d'une réception, mais les réunions se tiendraient désormais chez l'aîné Mbonjo Edjangé. C'est ainsi que c'est parti. Kangé Wane qui vient de nous quitter aussi faisait partie de cela. Et nous sommes donc réunis plusieurs fois. On a organisé la réception chez Mbonjo et Djangé. Mais dans tout ça, c'est pas moi qui ai dit à Zinga que l'idée, j'ai proposé ceci ou cela. Et même le jour de la réception, il y en a qui me demandaient, mais toi tu es là dans le jardin, va au salon où il y a certaines... Alors pour ça, permettez-moi de... Voilà, permettez-moi de vous alors que je termine, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas pris sur moi d'aller dire au ministre Zenga, secrétaire politique à l'époque, que j'ai fait ceci ou cela, mais il a su par la suite, et pour moi c'était suffisant. Toujours est-il qu'on vous a... Yannick voulait relancer. Oui, peut-être qu'il y a une parenthèse qu'on va ouvrir, et on va rapidement la refermer tout à l'heure, après votre question. Toujours est-il que vous avez été par la suite coopté par M. François Sengako, et vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez dans une mission explicative des réformes intervenues au congrès de Bamenda qui a vu l'avènement du RDPC. Oui. Et là, ce que je découvre en parcourant votre site, on vous permet, alors que tous les textes pratiquement ont été écrits et qu'il fallait simplement les lire, on vous permet à vous de faire une réflexion sur le type d'homme que le renouveau compte promouvoir. Oui. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous aviez dit. Quel était le type d'homme que le renouveau devait promouvoir? Oui, c'est vrai que j'ai bénéficié de cette disposition particulière. Peut-être parce que Senga savait que j'avais écrit déjà un livre. Nous sommes là en 84, au retour du congrès de Bamenda, je crois. Oui. Non, on est en 85. Bon, de la médiocrité à l'excellence existe. Il y a le type d'homme que je présente dans ce livre. Je crois que
François Senghako a voulu reconnaître à quelqu'un qui a pensé à un sujet la liberté de pouvoir mettre cela en forme. Voilà. Et c'est ainsi que ce que j'ai dit, bon, la question c'est quel type d'homme. Nous sortions. Et quel est le type qu'on a aujourd'hui? Ah bon, le type que j'annonçais, dont j'annonçais la nécessaire arrivée, c'était justement le type libre, créatif, sortant d'une période qui était marquée par ce qu'on a appelé un état policier, parce que le maquis, par la période Aïdjo, vous savez, vous êtes jeune, mais la circulation entre Douala, Yaoundé, Bafoussam était soumise à présentation de laisser-passer, n'est-ce pas? Il y a eu cette période-là, et les gens n'étaient pas libres. Quand on se parlait dans des réunions, des rencontres, n'est-ce pas? On prenait soin de s'assurer qu'on ne va pas être objet de contrôle au niveau de ce qui s'appelait à l'époque le DIRDOC, n'est-ce pas? Bon, on se sentait pas libre, n'est-ce pas? Et ce que je disais, c'est que l'arrivée du président Biya à libérer les Camerounais avec le renouveau devait libérer le Cameroun. Professeur Ebenezer Njom Moulay, oui, peut-être avant Jean-François Chanon, de vous à nous, qui est l'auteur du livre intitulé Pour le libéralisme communautaire? Parce que vous avez fait allusion à Senghako tout à l'heure. Mais tout le monde sait. Je questionne l'intellectuel, oui, le professeur que vous êtes. Vous questionnez l'intellectuel, mais vous savez que les plumes de l'ombre n'ont pas le droit de venir s'afficher. Bon, oui, il y a eu des plumes de l'ombre. Il y a eu des plumes de l'ombre. Oui. Donc c'est pas le président Biya qui a écrit? C'est pas le président Biya qui l'a écrit. Je ne dis pas cela. D'accord. Donc, Jean-François, en fait, la question est assez embarrassante pour le professeur, mais je sais qu'il va essayer de la transcender. Parce que c'est quand même un grand mouvement, celui de renouveau. C'est-à-dire, après le congrès de Bamenda, vous êtes aux côtés de François Senghako, qui dirige l'appareil administratif du parti, et le président Yaro, et ça évolue jusqu'à la fin des années 90. Et il me souvient qu'au début des années 90, il y a quand même ce qu'on appelait le vent d'Est qui commence à souffler. Et à ce moment, il y a un ensemble de débats sur des réformes à effectuer, notamment en Afrique, et par des conférences nationales pour certains, au Bénin, au Congo-Brazzaville et autres. Mais le Cameroun résiste. Mais vous êtes déjà dans l'appareil. Et l'histoire voudrait que c'est vous qui remplacez justement Senghako. Et vous devinez, cette fois, secrétaire général du comité central. Il nous souvient qu'il y a un débat épique entre ceux qui veulent qu'on avance, ou alors ceux qui veulent qu'on aille à un pas mesuré, représenté par Emma Basile, dont je salue la mémoire en ce moment-ci. Mais à la télévision, il y a un débat avec Maître Douala Moutemé, dont je salue aussi la mémoire puisqu'il nous a quittés il y a quelques années, qui vous accuse, après, tous ceux qui sont aux côtés du président, de ne pas l'aider à faire avancer notre société davantage, à la moderniser. Et là, vous répondez, à ce moment-là, vous dites qu'il y a toute une construction qui est en place et qui permet de vouloir rendre notre société, non pas un parti de masse, mais un parti élitiste, un tout petit peu. Est-ce que cela vous a pas un peu perdu, puisque ça vous a pas suivi, quoi? Ce que Chanon dit, je ne me reconnais pas dans cette attitude, dans cette mouvance de gens qui étaient élitistes. Non. Si vous évoquez ce qui s'est passé autour de, un peu avant et un peu après le congrès de juin 90, oui. Fallait-il aller au multipartisme ou pas? Si vous évoquez cela, ça je peux être précis. Pendant que les manifestations se déroulaient dans les rues, nous étions un certain nombre. J'étais encore aux côtés du conseiller, parce que je suis resté conseiller jusqu'en 99, hein. Tout à fait, oui. Même après, avec 2 années à la fois député et conseiller. Donc, non. Nous étions dans la mouvance qui a été celle-là même qui a eu le dessus, la mouvance de l'ouverture. Parce que c'est de ça qu'il peut être question. Le parti, la discussion sur parti de masse, parti élitiste, non. Je ne me souviens pas avoir participé à un tel débat, hein, personnellement. Je ne me souviens pas. J'évoque cela justement parce que il vous souvient que vous avez fait le tour de la base. Oui.
Ah oui, mais en tant que secrétaire général. En tant que secrétaire général, pour rencontrer justement ce qui est en bas, comprendre un tout petit peu. Et peut-être que je me trompe, peut-être que mon rapport avec la mémoire sur ce fait m'induit peut-être en erreur, mais il me souvient quand même vous avoir dit, le RDPC n'est pas un parti de masse, mais c'est un parti d'élitistes parce que nous cherchons l'excellence. À relever le niveau. Est-ce que peut-être je me trompe? Peut-être c'est l'occasion pour le professeur. Cette mission, justement, qui m'a permis de faire le tour des 10 provinces à l'époque, c'était une mission de préparation à l'arrivée des autres partis et d'apprendre aux militants que les méthodes de fonctionnement du parti vont cesser. C'est pas l'assurance, la tranquillité dans le coin, on est seul. Là maintenant, il va falloir ouvrir l'œil, il va falloir introduire le débat. Quand je suis secrétaire général du parti, je conçois même un plan, un ordre du jour type de toutes les réunions statutaires à partir du comité de base et dans lesquelles il y a effectivement chaque fois une question dans la localité, question économique, une question concernant la vie des militants et c'est ça. Je ne peux pas réévoquer tous les points de cet ordre du jour typique. Donc c'est sur les méthodes que moi j'ai mis l'accent. D'ailleurs le document que j'ai présenté à l'époque, il existe, qui est le discours que je prononçais à chacune des étapes que j'ai eu à franchir. Et là, on se rend bien compte qu'un instant, je vous en prie, oui. Pour finir un peu sur cette période qui me paraissait très intéressante parce que on avait quand même le grand intellectuel, l'ouvreur des consciences, celui qui balisait le chemin à l'université, qui entre en politique. Vous devenez un acteur de premier plan dans la machine de politique au pouvoir. Et vous décidez de vous présenter dans l'OCAM. Vous êtes battu par Massoua 2, je crois, là, qui conduit la liste de RDPC. Et à ce moment, on se pose des questions. Vous êtes immédiatement remplacé. Qu'est-ce que ça vous refait aujourd'hui de vivre ça? Oh non, mais tout a été expliqué dans Député la Nation, justement. J'ai parlé de cette question sans détour. C'est-à-dire que ma candidature aux législatives en 92, mars 92, surprend dans les rangs de mon propre parti. Parce que nous sortons d'une période où l'Assemblée était considérée comme le refuge des politiciens de deuxième catégorie. Tout à fait. Et c'est moi qui attire l'attention à l'intérieur de notre parti et l'attention du chef du parti lui-même, qu'il va nous falloir envoyer sur le terrain des candidats pour les législatives qui soient des gens capables, qui soient formés. Vous avez à peu près le même destin à l'époque avec le Premier ministre Ayatou, qui lui aussi est battu pratiquement à Gawa, même s'il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat. Oui, il n'était pas candidat. Puisqu'il y a ce profil, c'est une question qui me brûle les lèvres, professeur. Que vous inspire le nom de Marcel Ndiaye-Défendi? Mais écoutez, il est l'un de ceux qui pourront vous dire que lui, moi-même et un certain nombre d'autres avons été ceux qui ont compris la nécessité d'entrer en politique et de se retrousser les manches à cette période-là. Et bon, le président... Porter la tenue du RDPC n'était pas évident au début 90 parce que... Si vous permettez, parlons un peu de votre parcours politique. On remarque qu'on a l'impression que vos idées ou votre tête dérange. Vous avez été un éphémère secrétaire général du comité central du RDPC, éphémère ministre de la Communication 1 an, alors que le président semble vous montrer quelques égards. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vos idées, à un moment donné, vous ont coûté cher? Ne font pas corps avec la politique. Vous ont coûté cher pour... C'est une interprétation qu'on peut se donner. Et quelle est la il n'y a pas que les idées, il y a la pratique de la politique. Et oui, est-ce que les gens étaient prêts à faire du chemin avec moi? Les gens étaient prêts à aller aux élections? Ils l'ont fait après. Beaucoup de fonctionnaires, je dis bien fonctionnaires, sont allés aux élections pour devenir maire de ceci ou de cela. Et ça vient après. Rappelez-vous que nous étions deux. Joseph Mbouy et moi-même. Joseph Mbouy est ministre en fonction de l'éducation nationale.
et il décide d'aller solliciter le suffrage universel pour un poste de député. Qu'est-ce que vous recherchez? Et qu'est-ce que les gens pensaient? Le reste que les gens commettaient, c'était comme si nous allions chercher un emploi. Or, nous avions une vision de la démocratie telle qu'il faut des démocrates pour faire fonctionner la démocratie. Alors, et c'est ce qui nous a coûté. Donc, je réponds à votre question en disant, ben, oui, peut-être qu'on était un peu trop rapide. Je vais être un peu plus précis, si vous permettez. Est-ce que vous dites sur votre site internet que vous n'êtes pas entré en politique par la force du décret? Vous avez entendu, comme d'autres personnalités politiques que nous connaissons qui deviennent politiques par la force du décret. Alors, quand vous décidez d'aller vous présenter aux élections législatives, comme M. Mbui, que vous avez cité tout à l'heure, est-ce que c'est parce que vous voulez avoir la légitimité populaire, ou c'est-à-dire vous affranchir, si vous voulez, d'une certaine façon, de la figure tutélaire qu'était le président Biya à l'époque, ou alors c'est simplement parce que c'était vraiment votre vision, votre conception de ce que devait être la politique? C'est ma conception de la démocratie et de la politique. Et malheureusement, à l'époque, ceux qui n'étaient pas dans le coup de cette vision des choses se sont vite dépêchés de laisser croire que je m'engageais dans une démarche d'émancipation par rapport à un décret. Non, et que j'allais chercher le décret populaire, le décret du peuple. Non, ça c'est le propos de ceux qui n'étaient pas prêts et qui voulaient se donner une raison. Et que, bon, Très bien. On va poursuivre le débat tout à l'heure. Jean-François, encore une question avant la pause. Quand vous perdez, justement en 92, qu'est-ce que le président Biya vous dit? Il vous reçoit, il vous dit, bah, écoutez, pour ça, je vais être obligé de vous remplacer. Parce qu'immédiatement après, c'est le ministre Joseph Charles Ndoumba qui devient secrétaire général du comité central. Au lendemain. C'est-à-dire ce n'est pas innocent. C'est-à-dire on se dit, mais c'est pas. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que vous avez été sanctionné pour avoir perdu la base? Qu'est-ce que le président Biya vous a dit? Alors, c'est une très bonne question. Le président Biya était vraiment surpris par ma défaite. Je me souviens quand j'entre dans son bureau, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà, il se trouve que tout le monde n'était pas, disons, à jour, n'est-ce pas, de l'évolution ou des évolutions que nous devons mettre en place, mettre en mouvement. Mais bon, il m'a dit, mais vous restez à mes côtés, hein, vous êtes toujours mon conseiller. Et puis en ce qui concerne le Ndoumba, les gens ne savent pas, je vais le dire aujourd'hui, paix à son âme quand même. Lorsque j'ai affirmé ma candidature, le président m'a dit, bon, comme vous serez en campagne, proposez-moi quelqu'un qui assure l'intérim du secrétariat général à Yaoundé. C'est moi qui ai proposé Joseph Ndoumba au président. Et il a signé pour l'intérim. Bon, quand je rentre battu aux élections, c'est normal que je quitte cette fonction. Ça ne m'a pas... J'ai trouvé le jeu démocratique. Qu'est-ce que j'ai dit souvent à ceux qui m'en parlaient? J'ai dit, mais moi, tu es un sportif dans l'âme. Je suis avant-centre, je fonce vers le but, on me fauche dans la surface, je me lève, et ben, je ne vais pas chercher la bagarre à qui c'est lui qui m'a fauché, n'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai pris cette défaite. Hein, parce que je me suis dit, j'y suis allé de moi-même. Personne ne m'y a envoyé. Et alors, bon, j'assume les conséquences. Et ces conséquences sont normales. Elles sont légitimes. Enfin, comment on dit ça? Pas légitimes, elles sont régulières, n'est-ce pas? C'est normal qu'on me remplace au secrétaire général. Mais je suis resté conseiller auprès du président. Très bien. Messieurs, on poursuit le débat dans un instant, le temps d'une pause. Et on va accueillir sur ce plateau Delphine Fonko. Ce sera pour mes préférences. À tout de suite pour la suite. Delphine Fonko, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Face à vous, naturellement, le professeur Benezan John Moulin. Je vous le confie, de toute façon. Professeur, bonsoir. Bonsoir. L'occasion est venue pour vous de nous parler de vous de manière secrète, ou alors nous, on va entrer dans votre jardin secret. Et nous vous prions d'être assez précis et concis dans vos réponses. Vous nous le prévotez? Je ne suis pas sûr qu'il y ait du secret. D'accord, professeur, dites-nous, d'entrée de gestion, vous demandez de choisir entre la politique et la philosophie. Il n'y a pas de choix à faire. Le philosophe, qui a été considéré à tort dans un environnement qui est le nôtre aussi, comme devant rester à l'écart de tout engagement politique, ce n'est pas celui-là que je suis.
Et justement, dans l'un des livres que j'ai sorti, je réponds à cette question en présentant au moins 2 figures de philosophes. Les gens, l'opinion publique aime l'image du philosophe vraiment proche du sans domicile fixe, genre Diogène, ou qui cherche un homme en plein midi, lampe allumée, ou encore Thalès qui tombe dans un puits parce que, regardant les étoiles, c'est-à-dire symboliquement préoccupé par ses idées. Et c'est ça que les gens ont considéré comme le philosophe. Mais à côté de celui-là, il y a Platon. Et il y a plus près de nous, il y a Marc Aurèle, pour remonter au vrai. Oui. Marc Aurèle était empereur, n'est-ce pas? Et plus près de nous, il y a Luc Ferry en France, qui écrit, qui est philosophe parce qu'il produit de la pensée, il produit des idées, mais qui a été ministre de Chirac et qui est encore engagé dans la vie politique. D'où vient qu'on considère que le philosophe ne devrait pas faire la politique. Ceux-là n'ont pas lu le livre 7 de la République de Platon, qui dit que ceux qui ont parcouru, qui ont achevé l'itinéraire dialectique, qui ont contemplé les idées pour reprendre sa formulation des choses, ont l'obligation de redescendre dans la caverne et pour effectivement y apporter un brin de... Voilà. Et si je vous demandais plutôt entre la philosophie et la politique, pour quel vous êtes passionné pour quel d'entre les deux? Je mène les deux, comme vous pouvez voir. Vous menez laquelle avec passion? Avec passion. Mais je suis un passionné dans tout ce que je fais, passionné, optimiste, de tempérament. Effectivement, tout mon monde en famille et mes amis savent que je suis un optimiste né. D'accord pour ça. Et donc, et la philosophie et la politique avec passion. Si je n'avais pas la passion pour la politique, je n'aurais pas écrit Discours sur le Cameroun. D'accord, on le retient. Vous êtes en même temps ancien. Si je n'avais pas la passion pour la philosophie, je n'aurais pas écrit tout ce que j'ai écrit avant, qui est cité. Entre parenthèses, je suis très heureux, je rentre de Cotonou, là, où j'ai vu des collègues venus de partout, du Sénégal, du Mali, qui me parlent de la médiocrité à l'excellence. Je suis surpris, parce que je pensais que c'est dans mon pays que le livre est au programme. Mais un peu partout, ce livre a marqué les esprits, est retenu. Et des professeurs de philosophie qui faisaient des photos avec moi l'autre jour me disent que mais nos étudiants ne vont pas croire que nous étions avec vous ce jour à Cotonou. Merci. Donc c'est pour vous dire que pour moi, c'est ce feedback de ce que j'ai pu faire jusqu'ici en philosophie ne peut que m'encourager à continuer. D'accord. Vous êtes en même temps ancien ministre de la Communication. Si le président de la République venait à vous rappeler au gouvernement, quelle serait votre réaction? Mais écoutez, depuis que je suis sorti du gouvernement, le président de la République m'a confié des missions. Il n'y a pas que le poste de ministre, n'est-ce pas? Bon, mais bien sûr, s'il vient. Mais, depuis que je suis sorti, organiser le renouvellement des bureaux des organes de base à l'étranger. J'ai fait, en 2015, la France, l'Italie, la Suisse. En Suisse et en Italie, j'ai installé pour la première fois des sections du RDPC, il y a 2 ans. Et plus près de nous, plutôt avant 2015, les élections, les investitures, à qui le président Biya lui-même a confié la présidence de commission d'investiture des sénateurs, des candidats sénateurs pour la région du centre. À moi. Après, pour les législatives, oui, je dis mon activité en politique. Justement. Après, pour les législatives, qui c'est qu'il a désiré pour aller à Marois pour présider la même commission des investitures? C'est moi. Donc, je suis en politique lorsqu'il m'a demandé d'accomplir des missions. Et dans ce cas, si vous êtes rappelé au gouvernement, est-ce que vous allez toujours continuer? Dans quel département ministériel souhaitez-vous servir? Non, je n'ai pas choisi. Non. De toute façon, je ne suis pas ici pour parler de quelque chose qui n'est pas programmé dans mon esprit. Je suis venu parler de ces livres-là. Et parmi lesquels il y en a un qui intéresse non seulement le Camerounais, mais pour moi, tout homme partout où il se trouve, c'est vraiment le transhumanisme. D'accord. De votre retour au Cameroun en 1967, vous avez été recruté en qualité de chargé d'enseignement à l'école normale supérieure de Yaoundé. Oui. Quel est le souvenir que vous avez de votre passage dans les amphis?
mais un très bon souvenir. Voilà. Et je suis heureux de voir que les anciens étudiants de l'époque ont aussi gardé un bon souvenir de leur enseignant de l'époque. Non, je suis nostalgique de l'amphi. Voilà, pour tout vous dire. Voilà. Je suis nostalgique. La retraite est arrivée, j'ai continué à encadrer des thèses et j'ai conservé le contact. Et quel est le petit nom que vos étudiants vous ont donné dans les amphis? Vous vous appelez comment? Platon? Oh, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il m'appelait, je ne sais pas, j'ai jamais su, parce qu'à l'époque j'étais plus chevelu que ça. Pour ceux qui m'ont vu à l'époque, j'avais beaucoup plus de cheveux. J'ai l'impression que le petit nom qu'on m'a donné avait plutôt trait à ça. Mais avec cheveux longs, peut-être idées longues, je ne sais pas. Alors les informaticiens aujourd'hui définissent l'analphabétisme comme quelqu'un qui n'utilise pas l'outil informatique, qui n'est pas en page avec l'informatique. Mais vous, quand même, à 79 ans, vous êtes alphabet. Oui, je me considère comme jeune. En tout cas, je suis d'une jeunesse, d'esprit, qui fait que, effectivement, c'est vous-même qui constatez. Hein. Yannick a été sur mon site, Chanon aussi, et même Sono, et de nombreux autres. 22 millions de visiteurs. Dès 2004, j'ai ouvert ce site et que j'alimente en permanence. J'y suis. Mais enfin, analphabétisme, oui, ce qui risque, ce qui guette la plupart des gens, de nos compatriotes, c'est pas uniquement au Cameroun, c'est le fait de rester en marge. D'accord, professeur. Pour sortir, qu'est-ce que vous faites pour meubler vos temps libres? On sait que vous êtes très occupé, vous venez d'ailleurs de commettre 3 ouvrages. Quel est le temps que vous réservez à votre famille, à vous-même? Je suis avec ma famille comme autant de la vie active. Quand j'allais au bureau, la famille était quelque part, je rentrais déjeuner, le soir je suis avec la famille, les événements familiaux, j'y suis présent. Et quand vous voulez vous amuser, vous allez en boîte de nuit? J'ai continué à fonctionner comme pendant la période d'activité. Hein. Je me lève toujours à la même heure. Depuis longtemps, je n'ai pas le comportement du retraité ordinaire qui pense que c'est le lit. Merci infiniment à vous, Delphine, et on prend rendez-vous pour une autre édition. Exactement. Et peut-être dans le prolongement des questions de Delphine, monsieur le professeur Ebenezer Njom Moulin, il prend de l'alcool? Ah, très modérément. Oui, ça c'est... Alors, dans ce qui concerne mon hygiène de vie, qu'est-ce que je prône? Pas le rejet complet de quoi que ce soit. Quand je vous dis que j'ai même fumé, j'ai fumé, quand les périodes où j'étais secrétaire général ou les périodes d'université, j'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour, mais j'ai aussi arrêté aussi sec. À un moment donné, ça fait plus de 25 ans que j'ai arrêté. Bon, et puis la bière, j'aime un peu, mais elle ne m'aime pas, parce que quand je prends un peu de bière, toutes mes articulations ressentent quelque chose qui ramollit. Et j'aime bien boire un peu de vin à certaines occasions, mais pas tous les jours. C'est l'équilibre, c'est la mesure, Je n'exclus rien. Une préférence en termes de mets camerounais? Mais oui, en termes de mec, je sais, vous m'obligez à être chauvin en parlant d'une dolé. Mais le ndolé aujourd'hui n'est plus tellement une affaire de savoir. Hein. Mais j'aime bien le ndolé camerounais. Je dis bien le ndolé du Cameroun. Alors, Jean-François Chanon m'a donné l'impression, à l'entame de cette émission, qu'il avait été l'un de vos étudiants. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'université à la fin des années 80 de retour au Cameroun, le professeur est déjà à un niveau au sommet de son art. Mais, en tout cas, j'étais en philosophie, puis j'ai viré en anthropologie. Il était la référence. Ça fait partie c'est l'une des raisons qui nous ont motivés à vous inviter pour je voudrais justement lui demander un tout petit peu par rapport après, ce sera Yannick, oui. à ce cheminement-là aujourd'hui. Parce que quand, bien qu'il ne m'ait pas directement enseigné, j'ai étudié ses œuvres, j'ai lu ses œuvres et parcouru un peu son courant de pensée sur le plan philosophique. Alors, on sait que dans le dictionnaire de philosophie, vous êtes pratiquement 3 Camerounais dont le nom figure. Le feu Marcel Towa, Ebenezer Njom Moulin et Fabien Eboussier. Comment vous vous retrouvez un peu dans ce trio? Où est-ce que vous vous définissez, vous, dans votre système de pensée par rapport à ces deux? On sait que à l'université, on disait que Eboussier est très hermétique,
parce qu'il enseignait l'histoire de la philosophie et c'était assez difficile de le cerner quand il vous enseigne l'épicurisme ou le stoïcisme en citant les auteurs bien anciens, etc. Donc dans son positionnement par rapport aux deux autres compatriotes qui sont dans ces dictionnaires. Oui, il y a un des aspects de votre question qui doit être répondu par nos lecteurs. Comment ils nous trouvent, on trouve l'auteur hermétique, tout ça. Effectivement, on ne peut pas me trouver dans le registre de l'hermétisme, même si certains chapitres de mes textes sont difficiles, n'est-ce pas? En fait, pour le lancer un peu, pour que le procès vous ne dise pas que, comme je le fréquente assez bien, il n'est pas, je n'ai pas dit qu'il n'est pas accessible, mais hermétique en ce sens. Quand on est étudiant, lorsqu'on suit un cours du professeur Eboussi, comme je l'ai suivi, au début on a le sentiment que c'est vraiment le philosophe qui cherche. Je crois que le vocabulaire c'était abscon. Oui, non, mais oui, c'était le mot. Mais justement, certains philosophes se plaisent à ça. Ils disent la philosophie c'est l'hermétisme, justement. Mais je ne sais pas si c'est le cas de Boussi, mais j'en connais un, trompé à son âme aussi. Jacques Derrida avait pas mal de... Très bien. On va abondamment parler tout à l'heure. Je n'ai pas répondu à la question de Shannon concernant ma propre... comment je me situe. Alors, au plan de la pensée, de l'orientation de la pensée, je crois. Moi, je suis les auteurs qui m'ont marqué, en dehors d'Henri Bergson, c'est le Jean-Paul Sartre. Et vraiment, l'existentialisme, tant qu'il prône la liberté et la responsabilité de l'individu. Et je suis beaucoup plus philosophie générale. Philosophie générale et puis donc histoire de la philosophie. C'est ça. Je n'ai pas cherché à faire... Vous n'êtes pas situé dans le débat de l'existence de la philosophie africaine ou pas? Ah si. Là, je me suis situé, pas en écrivant un livre consacré à ça, mais justement, j'ai repris dans ce livre-ci, Philosophie, l'action et la politique, toute une partie de questionnement de mes réactions au colloque organisé à l'Université catholique, campus de... Très bien, on reparlera tout à l'heure du professeur philosophe. C'est important la philosophie africaine. Oui, parce que là, j'ai d'accord avec Martin Toa, d'accord avec Outonji pour dire qu'il n'y a pas de philosophie sans philosophes qui signent leur œuvre. Et que ce qu'on a présenté comme philosophie africaine, c'était des reproductions de textes ou des enregistrements d'épopées ou des choses comme ça qui ne peuvent pas être présentées comme une pensée qui ne peut pas être la pensée de la collectivité. On ne pense pas collectivement. C'est l'individu, c'est le sujet pensant qui sort de sa tête quelque chose qui est approuvé, qui est adopté, épousé par l'environnement ou qui n'est pas épousé par l'environnement. Je propose qu'on reparle tout à l'heure de l'homme philosophe, mais qu'on retourne un peu sur le parcours politique et les activités politiques du professeur. Yannick, une question? J'en ai gardé un peu sous la semelle. Alors, moi, je voudrais vous interroger sur la situation particulière d'UNCAM, dont vous êtes originaire. On sait tout ce qui s'y est passé lors des dernières élections législatives. Vous, en tant qu'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, comment est-ce que vous vivez ça? Et en tant qu'élite d'une CAM, comment vous vivez ça? Est-ce que c'est un département qui est rebelle, ou alors ce qui se passe dans le CAM n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque il y a une profonde désaffection pour les élites, entre guillemets? Non, ce qui s'est passé dans l'UNCAM en 2013, je crois, à l'occasion des élections municipales surtout, c'était un incident parcours. On ne peut pas dire que l'UNCAM ne soit plus dans le RDPC. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un membre du RDPC qui n'était pas content de la manière dont il était traité. Comment il s'appelle? C'est l'actuel maire de Yabassi. Non, mais c'est l'actuel maire de Yabassi était plutôt soutenu financièrement par quelqu'un qui s'appelle Nyamsi. Vous connaissez ce nom-là? Nyamsi, oui. Alors bon, c'était quelqu'un qui était sur la liste du RDPC pour la municipale, la liste des conseils municipaux.
Mais comme il n'était pas content, il voulait être au numéro 1, bon, on l'a placé. Moi, pendant ce temps, j'étais pas là, j'étais à Marois. Donc ça s'est passé, j'étais pas présent, je ne veux pas témoigner, je ne veux pas dire des choses que je n'ai pas vécues. Peut-être qu'il veut plonger pour ça. Quelle est la situation politique du Cameroun aujourd'hui? En croire, Messanga Nyamdik, si tu permets, Ghislain Pierre et Sono, je crois que vous avez suivi le professeur Messanga Nyamdik sur cette question, qui a même été traduit au Conseil de discipline comme étant l'un des fauteurs de troubles. Il se passe que aujourd'hui dans l'ONCAM, c'est pas que le RDPC soit battu, que le problème c'est les élites. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, non, mais je crois que les gens, dans cette interprétation ou cette appréciation globale, on exagère certainement. Parce que dans toutes les circonscriptions politiques du RDPC, les élites ne sont pas toujours en harmonie totale, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Mais les affaires d'une CAM, je ne sais pas pourquoi elles explosent toujours aux yeux de tout le monde de cette façon-là. Et vous arrivez pour ça d'y aller assez régulièrement? Je ne veux pas évoquer certaines autres situations. Et vous arrivez pour ça d'y aller régulièrement? Mais vous savez... C'est oui, pourquoi faire? Pendant que mais justement, un jour je répondais à vos collègues qui me demandaient ce que j'ai fait pendant mon séjour politique. Mais j'ai fait installer à Yabassi une mutuelle communautaire de croissance, les MC2, les fameuses MC2 du président Fokam de CEI, Afriland. Vous savez, il a créé un concept qui a fait florès aujourd'hui dans notre pays. J'ai contribué à apporter aux populations, aux petits opérateurs économiques d'une CAM, l'argent à travers les mutuelles communautaires. Ça, c'est ce que vous laissez à la postérité dans le CAM? Oui, et ça tourne, mais je suis toujours proche d'eux, et je viens de céder la présidente du conseil d'administration de la MC2 à quelqu'un qui a suivi le mouvement pendant un certain temps, et j'ai une raison supplémentaire d'être près d'eux, et on sait que, bon, pendant que j'étais député, il n'y avait pas de morgue à l'hôpital de Yabassi. Qui c'est qui a installé les morgues? Bien sûr, les gens qui aiment toujours présenter. Ils disent oui, j'ai installé les morgues, je crée plutôt le mouvement pour que les gens... Sortons un peu du CAM, monsieur le professeur, pour rentrer au plan national. En tant que philosophe, le Cameroun compte à peu près 300 partis politiques aujourd'hui. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une faiblesse de la démocratie camerounaise? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'en l'état actuel des choses, le modèle politique camerounais qui en vient à désigner le président de la République est le meilleur? Est-ce qu'on ne peut pas désigner le président camerounais par un autre moyen pour faire effectivement revivre un peu la base? Merci de ces deux questions. La première, la multitude des partis politiques. Heureusement, vous trouverez, ceux qui ont lu déjà ont peut-être vu qu'il y a là une proposition qu'on accusera peut-être de vouloir faire encore du dirigisme RDPC. Non, je propose effectivement qu'on encourage le dialogue entre les présidents des partis politiques qui existent pour qu'ils en arrivent à convenir des orientations, des grandes orientations. Parce que les partis qui fonctionnent aujourd'hui ont des noms qui ressemblent à des associations auxquelles nous sommes habitués dans notre pays, comme l'association de groupes d'âge, des associations de bienfaisance. Ils ont des noms qui ne correspondent pas à ce qu'on peut attendre d'une vision de société. Que ces gens se retrouvent pour discuter pour la vision de société, le projet de société qui peut les amener à se rendre compte que finalement, il n'y en a pas plus de 3, plus de 4. Et que tout, vraiment, regroupons-nous. Et c'est ce qui permettrait effectivement qu'on puisse parler demain d'une alternance. Parce que vous ne pouvez pas avoir un émiettement politique en termes de formation politique et espérer que vous allez gagner un jour l'élection. Je suis pourtant du parti au pouvoir, parti gagnant, mais je vois aussi l'avenir du Cameroun. Je me dis, il y a quelque chose à faire là. Bon, le pouvoir peut-être peut encourager ce genre de rencontres, de débats. Deuxième question, là aussi, non seulement au Cameroun, dans l'ensemble de l'Afrique, cette question du mode de la dévolution du pouvoir. Oui, le mode d'élection du président de la République. Il faut le changer? Oui, j'ai aussi évoqué ça. Je pense qu'effectivement, il devrait être temps, dans les années proches à venir,
qu'on mette fin à cette fixation, cette polarisation qui ramène tout à la fonction présidentielle. Elle est importante, je ne dis pas non, mais il faudrait peut-être que l'élection du président de la République s'équilibre avec une organisation, un rééquilibrage de l'exécutif entre le Premier ministre et le président de la République, de telle sorte qu'effectivement on comprenne facilement que le président de la République puisse être élu au scrutin indirect par des élus de base, que sont les conseillers municipaux, les députés, les sénateurs, et demain les assemblées régionales, parce qu'effectivement il y a ça aussi qui doit arriver. Mais Jean-Pierre, permettez-moi, professeur, de vous interrompre. Allez-y. Pour être sûr que j'ai bien compris le sens de votre propos, alors vous proposez d'une part une élection présidentielle indirecte. D'une part une élection présidentielle indirecte, mais aussi si vous voulez de dépouiller quelque peu la fonction présidentielle d'un certain nombre d'attributs qui cristallise toutes les tensions qu'il y a autour de cette élection. Est-ce que c'est bien cela le sens du propos? Oui. Qu'on donne, sincèrement, qu'on donne au Premier ministre, responsable devant l'État, en même temps, le Parlement. C'est-à-dire, vraiment, il y a un rééquilibrage des choses auxquelles je pense que le Cameroun devrait arriver un de ces jours, qui permettrait une nouvelle vie politique. On voit qu'un jour, un Premier ministre doit... le vote de confiance à l'Assemblée est engagé. Vous l'avez dit à votre ami? Non, je l'ai écrit. Vous l'avez écrit à Paul Biya? Non, c'est dans le livre. Mais vous étiez son conseiller tout de même. Non, mais c'est pas... je viens de sortir cette idée récemment. Surtout, je dois avouer qu'elle m'a été inspirée. Mon collègue qui est juriste de l'université française avec lequel j'ai publié donc l'État et les clivages ethniques en Afrique, est celui-là qui pense la même chose de sa France natale. Mais qu'est-ce que vous pensez donc Il pense la même chose, que même en France, l'élection de président doit être indirecte. Alors le professeur Joseph Ona, si tu permets, je voudrais vraiment terminer sur cet aspect. Le professeur Joseph Ona et avant lui le professeur Tagou ont commis des ouvrages sur passez-moi l'expression, sur la rotation sur la démocratie rotative, c'est-à-dire que le pouvoir présidentiel qu'il y ait une rotation en ce qui concerne le pouvoir présidentiel. Quelle est votre vision, votre perception par rapport aux différents clivages qu'il y a sur cette question? C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'on devrait encourager plutôt la citoyenneté républicaine et non promouvoir les groupes régionaux ou bien les identités régionales. Quelle est votre ligne de pensée sur ce point? Citoyenneté républicaine. C'est au nom de cela que je demande même je propose que les partis politiques acceptent de se fondre dans 5 ou 6 formations. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le débat, les idées, les programmes. Et c'est selon qu'une formation a quelqu'un qui remplit des conditions, on ne va pas s'enfermer dans le principe de rotation. Le Bénin, le Dahomey, qui s'appelait encore Dahomey, a essayé cette formule. À l'époque, il y avait une rotation de président. Mais ils ont dû arrêter, je ne peux pas dire pourquoi. Mais en fait, ça n'a pas fait florès, n'est-ce pas, cette formule. C'est pour ça que je réponds à votre question, je suis plutôt pour l'orientation vers la prise en compte de l'esprit de la citoyenneté qui se fonde sur la vision de société, les programmes qui font débat et qui font transversalité régionale qu'on trouve dans un projet de société des gens du nord, du sud et de l'est. Très bien. On va observer une nouvelle pause, que cette fois-là pour aller à la rencontre du duel. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on a expressément enlevé la parole pour un moment à Jean-François Chadon, qui va donc affronter le professeur Ebenezer Ndjomwele dans le duel, et c'est tout de suite après. Je m'avais vous dit bonsoir une fois encore. Je vais vous laisser face au professeur Ebenezer Ndjomwele pour un duel d'une demi-dizaine de minutes. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous poser une question directe. Qu'est-ce que vous faites encore dans le RDPC? Je suis
un homme discipliné, un homme de conviction. La question m'a été posée un jour au cours d'une conférence à Douala par quelqu'un qui était avec nous au RDPC qui en est parti. Il m'a posé exactement la même question. Je lui ai dit, mais au RDPC, j'ai une famille de pensée. Je n'ai pas de Est-ce que vous êtes sûr que pas de raison. Vous avez vraiment une famille de pensée dans le RDPC? De pensée. Quand je vois ce que vous écrivez, oui. Et quand je vois le fonctionnement du RDPC, vous êtes vraiment en antipode. N'est-il pas temps pour vous de partir? Mais écoutez, si je devais en partir, j'ai répondu à cette question dans Député de la Nation. Parce qu'il y a un chapitre qui s'intitule Réponse à ceux qui me demandaient de démissionner du RDPC. Bon, je reprends ces réponses. C'est la même chose, c'est-à-dire en fait, pour démissionner, c'est démissionner de la politique. Je ne démissionnerai pas du RDPC pour entrer dans une autre formation. Mais on sait que vos convictions sont vraiment différentes. Lorsqu'on dit député de la nation, vous faites un bilan du fonctionnement du député et vous voyez comment l'appareil du pouvoir écrase même l'élu de la nation. Si je vous ai bien lu un tout petit peu, c'est-à-dire le député qui est directement élu au même titre que le président de la République, au suffrage universel direct, c'est-à-dire que il a le même suffrage que le président de la République, mais est écrasé pratiquement dans le système camerounais. On sait par exemple que, c'est clair, le président de l'Assemblée nationale est une fabrication du président de la République. Quand il est réélu en mars, comme ça va se passer encore peut-être, merci au président national du RDPC qui a permis que... Merci au président national du RDPC qui a permis. Le RDPC fonctionne ainsi. Vous n'avez pas pu le changer quand vous étiez secrétaire général. Vous n'avez pas pu le changer, le transformer quand vous étiez député du RDPC. Aujourd'hui, vous restez l'intellectuel et quand on voit la pratique, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Il est fidèle à ses engagements. Et fidèle à Paul Biya ou fidèle au RDPC? Fidèle au RDPC. Fidèle au RDPC. C'est encore un parti politique selon vous? Bien sûr. C'est un parti politique qui a effectivement cette... vous avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui ne tient pas de congrès à temps, qui ne respecte pas ses propres statuts, et voilà, et qui... oui, mais je vous dirais, oui, c'est le formalisme. De ce côté, on peut nous le reprocher, on peut nous dire pourquoi vous ne tenez pas des réunions statutaires. Bon, mais je vais dire ceci, il ne suffit pas de remplir ce formalisme comme le font certains partis qui effectivement se réunissent tout le temps, mais dans lesquels aussi il n'y a pas grand... Mais dans les pays qui nous inspirent, les pays qui nous inspirent, professeur, vous le savez, ont quand même un fonctionnement d'un parti politique qui fait asseoir les principes élémentaires de la démocratie. Le bureau politique ne se réunit pratiquement pas. Ce pays qui nous... C'est-à-dire qui est présidé par le président de la République. Vous savez, le bureau politique ne se réunit pas. Vous devez vous souvenir... Vous êtes encore à l'aise dans quelqu'un qui prône l'excellence? Vous devez vous souvenir... On fait ça dans la médiocrité, vous ne sentez pas cela pour ça? Vous devez vous souvenir que l'un des grands leaders de ces pays qui nous inspire a déclaré un jour, c'était à Abidjan, qu'il faut laisser l'Afrique vivre son rythme. Mais il a été critiqué, vous parlez de Chirac, oui, mais qui disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Il a été critiqué, vous savez très bien. Par qui? Attendez, par les Africains qui ne veulent pas reconnaître qu'il faut leur donner du temps au temps. C'était pas une vérité absolue, c'était pas une vérité absolue, celle de Chirac. Mais c'est la réalité de Sarkozy qui allait dire de l'évolution des situations. Des situations cycliques existent et puis nous ne pouvons pas nous coller à l'évolution des pays, comme vous dites, qui nous influencent, qui ont eu un passé de combien de siècles avant d'arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, j'estime, je vois cette question, vous avez raison de la poser. Je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas raison. Vous avez raison de la poser, mais je vous dis simplement, comprenez que nous soyons dans une situation où les évolutions sont nécessairement lentes. Nous allons passer à plusieurs cycles dans l'évolution de notre pays et de l'Afrique d'une manière générale. Si on devait parler de l'Afrique, il y a des choses absolument incroyables, n'est-ce pas, qui se passent dans les rapports de l'Afrique à l'Occident.
l'Afrique qui affirme toujours son indépendance et tout ça, et qui pourtant tend la main chaque fois qu'il faut boucler un budget. Hein, permettez-moi, c'est pas la question, mais je profite de cela pour dire la référence à ceux qui nous inspirent veut que nous reconnaissions nous-mêmes que nous n'avons pas à rester collés à eux, et nous devons développer notre autonomie, mais dans la manière de fonctionner. J'ai du mal à vous suivre, professeur, quand vous dites, avec tout ce que vous avez inspiré, toute une jeunesse que vous avez cultivée à travers vos ouvrages aujourd'hui, le fonctionnement qu'on sent aujourd'hui est celui des classiques. Vous voyez exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous rendez compte qu'un président de l'Assemblée nationale décide de faire adopter un budget de la nation sans débat, par acclamation, sans débat à l'hémicycle. Ça se passe et ça entraîne des tensions où on a même des bagarres, presque des affrontements, où un député est blessé. Voilà le fonctionnement de RDPC. Et vous prenez l'excellence. Vous ne pouvez pas, professeur, vous accommoder de telles idées. Vous êtes sûr que c'est pas ce que le président de l'Assemblée a fait n'est pas prévu dans le règlement, le fonctionnement de l'Assemblée. Vous savez, le fonctionnement de l'Assemblée, j'ai été député, a un certain code de fonctionnement. Il y a des choses que le président peut faire dans des situations précises. Mais enfin, je ne crois pas que ce que vous dites reflète ce que vous voulez laisser voir comme un échec du fonctionnement des institutions. Les institutions fonctionnent. Le plus important, c'est qu'effectivement, le Cameroun reste sur la voie d'un perfectionnement qui est lent. Il faut en convenir. Mais ce fonctionnement doit avoir aussi tout le temps des gens pour soutenir la marche vers la bonne direction. Maintenant, vous aurez toujours la partie plus facile de m'opposer des exemples de situations. Non, mais on est obligé de connaître sur vous parce que vous faites partie de l'intellectuel qui a réussi à structurer de manière collective notre émancipation à travers vos ouvrages. On ne vous a pas beaucoup suivi sur la crise anglophone. Mais justement, on ne vous a pas beaucoup suivi sur la crise anglophone. Ce n'est que des ouvrages, n'est-ce pas? Mais il faut encore être en situation. Oui. On m'a vu quand j'étais en situation. N'est-ce pas? Parce que là, effectivement, je veux bien assumer la responsabilité collective de mon parti. Et je ne suis pas de ceux qui fuient. Vous avez commencé par me demander ce que je fais encore dans ce parti. Mais vous voyez la dose de bonne compréhension et de responsabilité que je considère que j'affirme en demeurant fidèle à des engagements. Et avec la foi, je dis je suis un optimiste, avec la foi que les choses vont changer, pourraient changer dans un avenir qui devrait, si effectivement certaines idées sont prises en compte. Non, mais on ne sent pas de changement, de progrès dans un parti où on dit de fait le président national est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Enfin, ce n'est pas ça le sujet. Non, on ne dit pas le candidat naturel. C'est dans l'intérêt du parti, les candidats statutaires. Les candidats, d'après les statuts du parti, s'il y a une présidentielle, qui c'est qui est candidat, c'est le président du parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas de compétitivité possible? Il n'y a pas de compétition possible? Il faudrait bien que le parti, les militants du parti se réunissent et retouchent des textes. Mais les textes étant ce qui sont encore, on ne peut pas imaginer autre chose. Statutaire, c'est dit bien, j'insiste sur le mot statutaire. Ceux qui utilisent le candidat naturel, non, ils ne sont pas dans le langage du droit. C'est le candidat statutaire. Les statuts du RDPC prévoient quoi? Prévoient que s'il y a élection présidentielle, c'est le président en exercice du parti qui est candidat. Maintenant, c'est autre chose que d'interpréter cela parce que... Comme étant par le naturel. Donc, oui, je sais que nous arrivons, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question au professeur, puisque j'ai pu questionner son rapport avec le RDPC, mais je voudrais questionner maintenant de manière réelle un tout petit peu. On sait que la plupart de l'appareil d'État aujourd'hui, et ceux qui sont justement de votre parti, sont quelque peu habités par ce que le professeur Eboussi Boulaga appelle la funeste passion de l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, le rapport de l'élite avec l'argent est, j'allais dire, extraordinaire. Ça conduit à des prisons où des hauts cadres de la nation se retrouvent en prison, etc. Mais le fait est là. Mais
on a besoin de votre éclairage. D'abord sur ça, mais on ne vous a pas beaucoup suivi sur la crise anglophone, ce qu'on a appelé la crise anglophone. C'est quand même étonnant que le professeur Ebenezer Njomollet n'ait pas pris position jusqu'à présent. On ne vous a pas su ostensiblement, dire publiquement. Bon, vous le dites parce qu'il y a plusieurs médias. Oui. Il y a plusieurs médias, il y a la peut-être que n'est pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous... J'ai répondu à une interview, c'était de votre collègue, c'était même pour un journal anglophone, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus du nom du journal. Le Guardian Post. Oui, c'est Mwassa Loko qui m'a interviewé sur la question. Mais en fait, je vais saisir l'occasion pour le dire. Et puis dans le livre, le discours sur le Cameroun, j'ai pu effectivement rattraper cela, mettre à jour avant la sortie du livre, où la position est claire concernant quoi? Dans ce problème anglophone, évacuons d'abord les demandes de sécession, l'indépendance. Je crois que là, vraiment, tout le monde est d'accord pour dire que le Cameroun doit demeurer un. Et c'est ma position aussi. Elle est affirmée dans ce livre, en rappelant quand même que le Cameroun, c'est le pays du Mont Cameroun. Et qu'en disant cela, je pense à rappeler à tous ceux qui pensent prendre le Mont Cameroun pour eux, que c'est le pays du Mont Cameroun. Ensuite, le bilinguisme. Il y a là des développements sur le bilinguisme qui me conduisent à dire mais nous faisons fausse route en considérant que les langues françaises et anglaises sont des caractéristiques de nouvelles ethnies. Non. Notre problème, la réalité doit nous amener, et ça me permet de dire une chose, je ne sais pas si vous aviez programmé d'y arriver. On parlera un peu de la décentralisation. Vous prenez la vraie décentralisation. Oui. Par opposition à celle qui se pratique maintenant. Oui. Bon, on n'est pas encore à la décentralisation, n'est-ce pas, avec simplement l'envoi de quelques dotations aux mairies. La décentralisation, si vous voulez, j'aborde la question. Bien entendu. Oui, c'est effectivement la création, l'organisation des élections pour la mise en place des assemblées régionales, qui sont des sortes de parlements régionaux, avec leurs conseils régionaux, qui sont des sortes de petits gouvernements des régions, et qui règlent des problèmes économiques. C'est uniquement au plan économique. Tout le reste demeurant centralisé, n'est-ce pas, évidemment, la monnaie, les affaires étrangères, la douane et le commerce, l'armée, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la décentralisation, non pas dans la fédération de quoi que ce soit. Mais une décentralisation qui permettrait effectivement à certains d'avoir la liberté de décider de l'aménagement de tel ou tel parc pour les enfants, les écoles primaires, de restituer pour leur gestion aux régions, la gestion même des carrières des enseignants, des instituteurs à la région, ainsi de suite. Bon, étant donné que au plan managérial, c'est la règle nationale qui s'applique. Il ne pourrait pas y avoir plusieurs modèles d'avancement de carrière. Est-ce que vous ne trouvez pas que tous ces problèmes existent parce que notre système n'a pas été pensé, ou bien n'a pas été repensé, notamment par peut-être la faute aux intellectuels. On choisirait la forme. La faute aux intellectuels qui n'ont pas bien pensé le projet Cameroun pour qu'il soit implémenté. Les intellectuels font leur travail, hein. Les intellectuels pensent en tout cas. C'est le régime de Yaoundé qui est têtu. C'est-à-dire les intellectuels ont fait leur travail, ils ont proposé une démarche. Et le régime de Yaoundé n'a pas appliqué. N'a pas écouté. Les intellectuels, c'est le rôle de conseiller, n'est-ce pas? Les gens ont toujours tendance à penser que quand on est conseiller, on est décideur. Non. Les intellectuels. Professeur Ebenezer Njomollet, j'ai envie de comprendre une chose. Est-ce que c'est Paul Biya qui est têtu face aux idées scientifiques des intellectuels camerounais? Non, mais vous ne pouvez pas parler de Paul Biya têtu quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue avec les intellectuels? Ou alors il n'a pas suffisamment écouté. Parce qu'on se dit, par exemple, on voit ce qui se passe au Sénégal avec notre ami Fewin Sarr et Achille Mbembe qui ont créé les nuits de la pensée. Donc, on a besoin de voir cela un peu ici au Cameroun et que le président reçoive ce qu'on peut appeler intellectuel. Je n'ai pas dit professeur d'université simplement, intellectuel dans le sens vrai du terme, dans le sens où vous parlez justement de la médiocrité à l'excellence. Je voudrais appuyer la question de Jean-François Chanon. Vous savez qu'une des missions de l'université, c'est d'appuyer le développement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en tant qu'universitaire, que l'université vraiment joue vraiment ce rôle d'appui au développement? Est-ce que vous avez le sentiment? Quand vous regardez le pays tel qu'il fonctionne.
l'appui au développement est prôné depuis la création de nos universités, en effet. Mais cet appui au développement passe par l'étape de la formation des cadres, bien sûr, qui doivent être des agents du développement. Ça passe aussi dans un deuxième aspect de la chose, par l'attribution à l'université des rôles d'expertise dans le fonctionnement de l'économie, enfin, non seulement l'économie, dans le fonctionnement du pays. L'université est-elle sollicitée pour faire des études dans tel ou tel domaine? Ce n'est pas encore le cas. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est pourquoi cela? Parce qu'il faut que l'université elle-même s'organise dans ce sens-là. C'est-à-dire les experts. L'université est un refuge d'experts de toute nature, en agriculture, en économie, en ingénierie, de toutes sortes. Effectivement, c'est là que l'université, si on veut parler du rôle de l'université dans le développement, elle doit, là où elle est, parce que là maintenant, elle est éclatée en 9 universités, n'est-ce pas, et qui sont dans des régions. Et chaque université devrait se soucier de s'adapter au fonctionnement de sa région, de suivre les problèmes de la région, de faire des propositions pour résoudre tel ou tel problème. Allez-y Yannick, pour relancer. J'ai beaucoup aimé votre expression d'agent de développement, c'est-à-dire les produits de l'université. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces agents de développement-là sont formés de telle sorte qu'ils puissent véritablement être des agents de développement? Passez-moi la répétition. Est-ce que vous avez le sentiment que le niveau scolaire universitaire au Cameroun, ou bien des formations telles que sont dispensées à l'université, correspondent aux besoins du Cameroun pour se développer? Parce que les chefs d'entreprise se plaignent de ce que les produits qui sortent de l'université ne soient pas en adéquation avec les attentes du marché du travail. Oui, cela vient du fait que la formation est toujours trop rapide par rapport au développement de l'économie. Les diplômés sortent plus vite que l'économie ne propose des emplois, pour ne parler qu'en termes d'emploi. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez, par exemple, le système LMD qui a été institué, qui voudrait que dans les formations, il y ait un va-et-vient entre l'amphithéâtre de la salle de classe et l'entreprise. Mais combien d'entreprises peuvent recevoir et combien d'étudiants? Vous voyez la masse d'étudiants que comptent nos universités aujourd'hui. C'est une équation qui n'a pas été résolue, qui n'est pas résolue de façon satisfaisante. Or, il faudrait ce va-et-vient entre la formation et le fonctionnement de l'économie sur le terrain, à travers les stages de formation qui sont des sortes de pré-emploi. Il fut un temps où les élèves, quand j'étais secrétaire dans l'université, c'est une période révolue, où à Polytechnique, et que notre école d'ingénieurs, quand ils allaient faire leur stage, ils étaient retenus d'office pour des recrutements à leur sortie. Et depuis un certain temps, les élèves de Polytechnique, les diplômés Polytechnique, compte tenu du nombre et compte tenu aussi du fait que sur le terrain, effectivement, les réponses ne peuvent pas se trouver pour tout le monde. Il y a toujours, n'est-ce pas là, une... Mais vous n'avez pas répondu à ma question, professeur. Je vous demandais de façon très précise, est-ce que vous avez le sentiment que la qualité des produits qui sortent des universités aujourd'hui au Cameroun correspond aux attentes du pays pour émerger? Bon, en tant qu'universitaire, là je demande... Non, je crois que la réponse est facile. Et ça ne correspond pas. Il doit être question d'organiser effectivement un grand conseil de l'enseignement. Qui ne s'est pas tenu depuis belle lurette. Il faut organiser un conseil. Très bien. Alors, professeur Ebenezer Njom Mwela, il se tient très bientôt à Beijing en Chine, un congrès mondial sur la philosophie. Je voudrais interroger le philosophe que vous êtes, avant qu'on ne mette la clé sur le paillasson tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que la morale publique qui est tombée d'un cran au Cameroun n'explique pas le fait que vous, intellectuels, vous, philosophes, vous ayez démissionné? Bon, on ne peut pas dire que le fait de constater que la morale n'est plus au rendez-vous, que le philosophe démissionne. Les philosophes continuent de tenir le flambeau
Enfin, en tout cas, dans les propos, hein, parce que peuvent-ils faire? Sinon, prêcher par l'exemple, et sinon, ne pas biaiser dans leur pensée quand ils ont affaire à des jeunes. Et c'est ce qu'il faut faire. Nous avons toujours le contact avec la jeunesse active, la jeunesse productive. C'est à eux que nous devons insuffler l'idée de l'autoresponsabilisation, de ne pas toujours attendre que les autres vous donnent ce que vous avez comme besoin en termes d'argent, puisque le problème de l'argent occupe vraiment les esprits, même depuis les écoles, depuis l'école. C'est dans l'encadrement que nous pouvons continuer à limiter les dégâts qui sont causés par l'invasion de l'argent dans la vie de notre société. Et je me permets d'évoquer ici ce qui a été rapporté un jour qu'un enfant à qui on demande qu'est-ce que tu voulais devenir demain, tranquillement comme ça, il a dit je voulais devenir féman. Peut-être il ne savait pas ce qu'il voulait dire, ce qu'on entend par féman, mais c'est devenu un phénomène tellement banal dans notre pays de parler de fémania, et qui sont des gens qui sont ostentatoirement riches, qui sont arrogants dans leur richesse, et ça attire l'attention. La faute à eux-mêmes. Mais la faute à qui s'ils ont pas la société qui ne se reproche rien. De modèle, là. Mais on ne peut pas tout de même rendre responsable le pouvoir d'État des inconduites individuelles des gens. Parce que quand même, entendons... Elles apparaissent tout de même collectif. Quand vous posez quand même ces questions, la faute à pour ça, elles apparaissent... Tous ces comportements ont tendance à devenir des valeurs. Est-ce que la fémania a été un jour encouragée par quelqu'un au niveau du pouvoir politique? Non. Donc, il est vrai que le dynamisme de la vie économique, la soif d'enrichissement, les astuces qui traversent la tête des uns et des autres, jusqu'à la contrebande à la frontière avec Nigeria, avec d'autres pays. Qu'est-ce que vous voulez? On fait, par exemple, la contrebande, on lutte contre la contrebande. Et effectivement, ça, si l'État est défaillant là, on peut lui reprocher de la défaillance. Mais pour la fabrication de faux médicaments, que les gens viennent vendre sur les trottoirs de villes, Douala, Yaoundé, Konsamba, ailleurs, c'est l'attitude, c'est toutes ces attitudes que je dénonce dans mon livre Discours sur le Cameroun, où je montre comme c'est le défaut de l'amour du pays. Aimer le pays, ce n'est pas seulement le proclamer, c'est poser des actes. Mais professeur, c'est difficile de vous écouter sans vous arrêter. Parce que quand vous voyez par exemple à Douala, il y a un marché de faux médicaments qui est connu, où des gens payent des taxes communales. Moi j'y ai fait un reportage, j'y suis allé, et c'est connu. Et c'est pas le seul marché de la République. Alors quand vous dites que il y a même il pas la responsabilité, pour que vous répondiez une fois pour ça, il y a même, regardez un tout petit peu la richesse, c'est-à-dire le rythme d'enrichissement des fonctionnaires aujourd'hui. On se rend compte que les fonctionnaires, la plupart des cadres sortis soit de l'ENAM, et qui ont en charge la gestion du bien public, sont plus riches que ceux qui sont censés fabriquer la richesse. C'est-à-dire les économistes, les hommes d'affaires. C'est un paradoxe un tout petit peu. Et je crois que ce discours, ce sujet doit... Je n'ai pas encore lu votre livre. Il est là-dedans, effectivement, où je dénonce, même jusque dans le langage, lorsque quelqu'un obtient un poste important dans l'administration, enfin relativement important, il appelle un gisement. Des postes juteux, voici le vocabulaire des Camerounais, postes juteux, gisements, etc. Qui encourage quoi? Qui encourage la recherche de l'argent, et même les pratiques du genre, quand on est nommé... C'est le même qu'on voit aux premières places du RDPC, dans les meetings. On rentre au village et on joue à l'élite. On dit au village, la devise c'est que quand l'enfant du pays est allé à la chasse et qu'il a attrapé un gros gibier, il vient partager avec le village. Le gros gibier, voilà comment on désigne une autre fonction qui peut vous permettre d'avoir un peu d'argent, mais qui n'est pas d'argent pour vous. Moi, entre parenthèses, vraiment, je dis, quand j'ai été nommé directeur général du centre d'université de Douala, un ami me dit, oh, vraiment, tu as un budget, tu as 3 milliards à gérer. Je dis, mais c'est pas mon argent. Voilà les gens, c'est-à-dire la perception de ces nominations. Voilà comment elle se fait au premier abord. Je dis, c'est pas mon argent, 3 milliards à gérer. Mais certains voient ça comme ça. Quand ils ont à gérer 1 milliard d'avantage d'argent,
Tout cela, vous verrez dans le livre. J'ai repris ça, n'est-ce pas? Ça fait partie On se fera le devoir tout à l'heure de céder, même pour ne serait-ce que pour un moment, l'ouvrage, ou l'un d'eux, à Jean-François Chanon. Ce sera à la fin de ce programme. Le temps pour nous tout à l'heure d'observer une autre pause et on va accueillir Alain Kanga qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Il va nous faire revivre un peu tout ce que le professeur a eu à dire en termes d'échange avec naturellement les copanélistes. À tout de suite. Royalement déjà installé sur ce plateau. Alain Kanga, bonsoir. Bonsoir, Ghislain Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que le professeur nous a dit ce soir en échange avec naturellement Yannick Yemga et Jean-François Chanon? C'est vrai que c'était assez intéressant, mais on a juste pris l'essentiel. Je vais commencer par dire bonsoir au professeur. Bonsoir. Alors, en rapport avec la sortie de vos 3 derniers ouvrages, vous avez fait savoir que le président de la République reçoit tout ce que vous écrivez. Vous êtes de tempérament militant, vous avez été coopté en politique par François Sengako. Le type d'homme que vous souhaitiez à cette époque à la tête du pays était un homme libre et créatif. Votre candidature aux législatives en 92 a surpris, vous l'avez dit également, vos collègues. Élection où vous avez été battu dans l'ONCAM, le président dans l'ONCAM, et sportif dans l'âme, vous l'avez pris avec fair play. Vous avez fait savoir également que le président était surpris de votre défaite. Pour vous, il n'y a pas que les idées, il y a également la pratique. Vous vous êtes présenté pas pour chercher la légitimité du peuple, mais parce que vous aviez une vision sur ce qui s'est passé dans l'ONCAM lors des municipales. Vous le considérez comme un accident de parcours. Pour vous, les partis politiques qui existent au Cameroun ont des noms des associations. Sur le mode d'élection du président, vous proposez une élection présidentielle indirecte, et sur le principe de la démocratie rotative, vous êtes pour la citoyenneté républicaine. Vous êtes un homme discipliné et de conviction, c'est la raison pour laquelle vous êtes encore dans le RDPC. Démissionner du RDPC serait pour vous démissionner de la politique, parce que, dites-vous, vous ne démissionnerez pas pour un autre parti politique. Vous assumez la responsabilité collective de votre parti. Vous avez précisé que selon les textes du RDPC, le président en exercice est de fait candidat du parti, et vous parlez de candidat statutaire et non candidat naturel. Et sur la décentralisation, vous prônez la vraie décentralisation. Et si vous terminez avec vos préférences, pour vous, il n'y a pas de choix à faire entre la politique et la philosophie. Vous êtes nostalgique des amphithéâtres. Vous vous considérez comme jeune quand on parle d'outils informatiques. Malgré le fait que vous soyez déjà à la retraite, vous n'avez jamais changé votre rythme de vie. Vous aimez boire du vin, mais modérément. Vous aimez le ndolé camerounais, avez-vous précisé. Merci infiniment à vous, Alain, monsieur le professeur. Parfait. Vraiment, ce qui est résumé concernant ce que j'ai dit, et pour l'essentiel, félicitations. Très bien. Sauf qu'il a oublié une chose, peut-être, si je me permets, confraternellement. Le professeur a bien dit sur la crise acrophone qu'il faut arrêter avec les revendications sécessionnistes. Tout à fait. Oui. Et que le débat était ailleurs. C'est important de le relever. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Allez, infiniment merci à vous, Alain, et on prend rendez-vous pour dimanche prochain pour une autre édition de l'Arène. Professeur Ebenezer Ndjom-Molin, infiniment merci d'être venu dans l'Arène, d'être descendu dans cet espace pour partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs par millions qui se comptent au Cameroun et dans le monde entier. Merci d'être donc venu pour partager vos idées. On ne peut plus si haute et si cher. Infiniment merci également à vous, à Yannick Yemga. Merci qui a fait un long voyage pour venir à ce programme. C'est une marque de confiance. Infiniment merci. Bon, enfin, long voyage. J'étais honoré de rencontrer le professeur Ndjom-Molin, un jeune homme de 79 ans. Un jeune homme de 79 ans. Jean-François Chanon. Merci. Merci également d'être venu. Monsieur le grand reporter du quotidien Le Messager, assez souvent présent sur les plateaux de Canal 2 dans le cadre de nos émissions. Les plus connus étant l'Arène naturellement et Canal Presse. Je vous remercie, Ghislain Pierre. Pour moi, j'espère que je n'ai pas assez bousculé le professeur pendant l'autre duel. Mais en tout cas, c'est un honneur pour moi de revoir le professeur Ebenezer Ndjom-Molin, pour qui je pense il est inscrit, son nom est inscrit à mon sens en lettres d'or parmi le livre des grands hommes
De la médiocrité à l'excellence. Et le professeur aime à non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Tout à fait. Merci. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté votre attention et restez en compagnie de nos programmes sur le canal international. Bon dimanche et à dimanche prochain pour une autre édition de l'Arène. Bye bye.